merci à nos invités d'être là. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'intelligence artificielle, de parler du rapprochement entre les PME et l'innovation et des enjeux que nous rencontrons aujourd'hui, et en l'occurrence la Tunisie, dans cette vague, je dirais même ce tsunami de l'IA que nous vivons dans le monde et en Tunisie également. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se pose sont les questions par rapport à la capacité de l'entreprise tunisienne à relever l'ensemble des défis de l'innovation, de la compétitivité, du changement technologique, de toutes ces contraintes qu'elle subit aujourd'hui. Nous avons avec nous trois personnes qui ont eu l'amabilité d'être présentes, qui vont, chacun de son point de vue et de sa perspective, aborder ces questions-là. Donc, tout au long de ce panel, nous allons aborder 4 grandes questions. La première question, c'est pourquoi les entreprises tunisiennes doivent-elles changer leur manière d'innover? Et nous aurons notamment Kérim qui pourra nous aider à répondre à cette question. Ensuite, pourquoi les collaborations entre les entreprises, start-up et recherche restent encore très limitées? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est comment l'intelligence artificielle et de manière générale, la révolution technologique peut-elle devenir un levier concret de transformation au sein des PME, en Tunisie toujours? Et enfin, quelles sont les évolutions économiques, institutionnelles, réglementaires et législatives qui permettront d'accélérer cette dynamique en Tunisie? Donc, je vais commencer d'abord par présenter nos panélistes et ensuite, nous passerons à la réponse ou à notre... Nous essaierons de répondre à ces questions-là. À la fin, vous pourrez poser des questions et vous aurez le temps d'y répondre. Donc, je vais commencer par, Kelly, on va dire qu'on va prioriser l'âge par rapport au genre. Donc, nous avons avec nous si Karim Hares. Karim est un entrepreneur, CEO de Netcom, entreprise spécialisée dans la cybersécurité et la technologie, membre exécutif de Connect. Depuis plus de 30 ans, Karim, tu as contribué à la transformation des infrastructures numériques en Tunisie. Tu as été précurseur dans les domaines des réseaux IP et de la cybersécurité. Tu as participé à plusieurs projets structurants, notamment le lancement de Orange en Tunisie, l'interconnexion bancaire nationale et la modernisation d'infrastructures critiques. Aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises et les institutions dans leur transformation en plaçant l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la souveraineté numérique et le Green IT au cœur de leur stratégie. Donc, ton regard nous permettra aujourd'hui d'aborder à la fois les enjeux de la compétitivité, du leadership, sujet dont je n'ai pas parlé, mais que nous allons aborder vu son importance, de la réglementation et de la transformation des entreprises tunisiennes. Bienvenue Kérim et merci d'être avec nous. Zainab, Zainab, tu es directrice de la communauté d'Afrilab, le plus grand réseau panafricain de hubs d'innovation qui fédère plus de 500 hubs en Afrique. Tu pilotes aujourd'hui les initiatives de mobilisation, de collaboration et de renforcement des capacités du réseau afin de favoriser l'émergence d'écosystèmes d'innovation plus solides et mieux connectés à travers le continent. On s'est connus dans un autre cadre d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'angle que nous allons aborder. Forte de plus de 15 ans d'années d'expérience dans le développement des écosystèmes entrepreneuriaux et d'innovation, tu possèdes une expertise reconnue à l'échelle nationale et africaine en stratégie communautaire, conception de programmes, animation de réseaux et développement de partenariats.
Merci, je vais m'arrêter. La liste est encore longue, mais je vais m'arrêter. Exactement. Haitham, merci d'être avec nous. Donc, nous avons avec nous deux personnes qui sont basées en Tunisie. Et puis, Haitham, il fait partie de la diaspora. Il est installé en Irlande et il va apporter le regard extérieur. Et ça a été très important pour moi d'avoir un profil pareil dans notre panel pour avoir le regard extérieur. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Pour au moins pouvoir nous positionner et savoir où on en est. Est-ce qu'on est loin, très loin, ou peut-être un peu proche? Donc, Haitham, tu es enseignant-chercheur en intelligence artificielle à la Munster Technological University en Irlande. Tu es Institutional Co-Lead de RIN AI, Programme national irlandais de recherche et d'innovation en intelligence artificielle. Principal Investigator au sein du centre ADAPT, l'un des principaux centres européens spécialisés dans l'intelligence artificielle et les technologies du langage, et fondateur du Human Centered AI Research Group. Tu travailles au croisement de la recherche, des startups, des entreprises et des pouvoirs publics, et également dans le financement des projets et la répartition des fonds publics sur les projets d'innovation. Je vais m'arrêter. Je vais ajouter juste l'expérience dans Research Island et Horizon Europe, parce que tout à l'heure, tu auras l'occasion d'en parler, et c'est quelque chose qui peut nous intéresser en Tunisie également. Maintenant que les présentations ont été faites, j'espère qu'elles n'ont pas été très longues, mais il fallait ancrer la présence et le profil de nos différents intervenants. Nous devions avoir avec nous un représentant du ministère de la technologie. Donc on s'est dit que pour avoir différentes perspectives dans ce panel, ça aurait été intéressant d'avoir la vue de la PME, de la start-up, de la diaspora et des bonnes pratiques extérieures et de l'administration. Malheureusement, nous n'aurons pas quelqu'un représentant l'administration aujourd'hui, et donc nous allons nous contenter de nos trois qui ne pourront pas challenger justement l'administration. C'était l'un des objectifs, mais bon. Donc on va commencer avec Kérim. Les entreprises tunisiennes Kérim, et notamment les PME, font aujourd'hui face à des enjeux importants de productivité, de compétitivité, d'export, de montée en gamme dans un contexte de révolution technologique avec avec la vague et comme je l'ai dit tout à l'heure, le tsunami de l'intelligence artificielle. Selon vous, pourquoi leur manière d'innover doit-elle évoluer aujourd'hui? Quels sont les risques si on ne change pas? Et surtout, les dirigeants tunisiens ont-ils réellement pris conscience de l'urgence et de l'importance de cette transformation? Merci pour la question, merci pour l'invitation, Ami. Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, il est important de se remettre dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui par rapport à la Tunisie depuis son indépendance. Aujourd'hui, ce que je veux éviter, et depuis une année, j'essaie d'éviter de parler un langage technique. Parce que d'abord, la technologie, elle est là pour transformer les industries, pour avancer. C'est pour ça qu'on a vécu. Moi, comme tu l'as bien dit, j'ai introduit Internet en 92 en Tunisie et je me suis battu 4 années pour que les banques, les entreprises changent de mindset, de mainframe, pour aller vers IP. Donc, il fallait être dans cette bataille dans les années 90. 4 années après, on était dans un monde plutôt linéaire qui pouvait attendre. 4 années, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est dans une autre situation. On est dans une situation où, moi, depuis une année, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, l'année dernière, on a fait exactement la même chose sur l'open innovation dans cet événement, donc ASFAX, quand on a fait les régions pour parler d'open innovation. Donc, on a donné quelques recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans les normes de l'open innovation, ramener les startups avec les entreprises, etc. Et tout le monde sait que SFAX est une zone
très dynamique. Hein. C'est des gens qui travaillent en écosystème, qui travaillent entre eux. Ils ont fait un groupement pour les cuisines. Ils ont appris à travailler ensemble, ce qui est extraordinaire. Hein. J'y vais pas souvent. Là, je sais pas. Il y a des gens qui se recherchent, qui travaillent. Et donc, depuis une année, quand tu m'as appelé pour le thème, c'était ma remarque. Aujourd'hui, il y a une année, on avait encore le temps de réfléchir pour nous regrouper et aller de l'avant. Aujourd'hui, je viens de la salle Carthage, où je reprends un peu ce qu'a dit Karim Gir, et dans la logique, parce qu'on sentait ce matin qu'il y avait deux tendances. Une tendance un peu conservatrice par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une limite? Et une autre tendance, d'ailleurs Karim Gir, Karim Majouine et moi, je fais partie de ces gens, mes enfants aussi. Libéral. C'est qu'aujourd'hui, il faut se mettre devant une situation où il y a un vrai changement civilisationnel où l'intelligence artificielle va tout changer. La valeur est en train de se déplacer, clairement, par rapport à tout ce qu'on sait. Il suffit de voir l'évolution de Claude depuis le mois de décembre. Donc, il est inutile, moi c'est ce que je dis de plus en plus, parce que je faisais des séminaires d'acculturation sur l'IA pour dire doucement, on va contrôler, etc. Aujourd'hui, et c'est le thème, le débat, c'est que je me suis positionné, je reviendrai tout à l'heure sur la non-présence du ministère des technologies. On a travaillé depuis 2022 sur une nouvelle loi qui s'appelle l'Innovation Act. Nous allons aborder ce point. Nous allons aborder tout à l'heure ce point. Maintenant, pour préparer justement les conditions réglementaires pour que ce changement arrive. Depuis quelque temps, Amine, je me rends compte qu'on n'a plus vraiment le temps et qu'il faut, et je vais le dire pour choquer, sauver notre industrie. Sauver. Donc, quand je me déplace, je suis un homme de terrain qui fait du nord au sud, j'ai fait presque tous les réseaux de la Tunisie, de l'Astir à la CPG avec laquelle j'essaye de sensibiliser, et je merde. Alors, on n'a plus le temps aujourd'hui, tout va être robotisé. Les centaines de milliers d'emplois, de process qui sont répétitifs, que ce soit dans l'industrie du bâtiment, du textile, de Rahou, il faut maintenant non seulement rentrer dans ce nouveau monde, commencer à tester, mais mettre ça en mode urgence. Mais est-ce que les dirigeants sont sensibilisés? Est-ce que l'innovation est juste un projet technologique ou bien elle est au sein des organes de gouvernance, des conseils d'administration, des directions générales pour justement ouvrir de grands chantiers de transformation? Il y a une année, alors il faut séparer public et privé. Hein. Je vais parler du privé, c'est inutile sincèrement. Il faut maintenant que le privé tire vers le haut pour que le public suive. Avec des agents IA d'ailleurs. Il faut qu'on leur prépare le terrain pour l'avenir. Soyons d'accord. Pour le secteur privé, alors il y a une année, on était encore en train de ChatGPT. Aujourd'hui, je me rends compte que certains CEO, en tout cas, certains entrepreneurs, usines, les gens ont pris conscience. Et pourquoi ils ont pris conscience? Parce qu'ils ont vu une compétition mondiale. On est en train d'observer aujourd'hui des usines en mode dark factories. Donc, aucun être humain, tout est sous forme d'intelligence artificielle. On est en train de faire apprendre à l'IA comment reprendre la manœuvre de celui qui travaille dans la chaîne. Et automatiquement derrière, ça se passe en Inde en ce moment, ça se passe au Vietnam, ça se passe au Sri Lanka en ce moment, au moment où on discute. On est en train de voir comment les gens fonctionnent. Il y a une IA qui est derrière. 2 semaines après, un robot. Et Et un robot qui n'a ni UGTT, ni... Ça fonctionne 24 sur 24. Bien sûr, s'il a les... L'année encore... S'il a l'électricité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que et là, c'est la première condition pour moi. Je discute vraiment avec des PDG de groupes.
Anna, je vous dis quelque chose, hein, je l'ai appris de mon enseignant, c'était au là, c'est en 2007. Quand je vais voir, et je reprends aujourd'hui encore plus, quand je vais voir un dirigeant d'entreprise qui me dit, ah, ça c'est un problème de IT, il faut voir avec le DSI, ça le Mali, Très bien, c'est une très belle conclusion. ça le Mali, là, il ne s'agit pas d'un problème technologique, il s'agit d'un problème de modèle économique, Absolument. de process, d'organisation. Il faut changer les organisations les colonnes en mode silo sur un modèle pyramidal vers un modèle qui est basé sur le tribal, comme je le dis bien, le tribal. Donc, il faut revenir à nos modèles, à nous, qui sont propres à l'Afrique du Nord et mettre de l'IA pour justement changer les organisations et utiliser l'IA pour ça. Très bien. Donc, si je résume très rapidement ce que tu viens de dire, aujourd'hui, il y a un bouleversement. La PME tunisienne n'est pas forcément préparée, mais il y a une petite partie qui est consciente du bouleversement, qui agit au sein de la gouvernance comme un changement stratégique, alors que le reste en est encore en modèle DSI. Très bien. Zainab, je viens vers toi. Maintenant qu'on a eu la perspective de la PME, j'aimerais bien avoir celle de la start-up. Donc, tu accompagnes un grand nombre de hubs d'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'Afrique et au sein du réseau, qui en contient des centaines. Donc, avec ta fine connaissance de l'écosystème tunisien des startups et le recul africain, quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'état des collaborations entre les startups et les entreprises, PME essentiellement, en Tunisie? Quels sont les principaux atouts et surtout, dans quel domaine accuse-t-on le plus de retard? Écoute, partons déjà d'un constat. Quand on regarde un peu les collaborations qu'il y a eu jusqu'ici entre start-up et PME en Tunisie, voilà, hata start-up et grands groupes, hein, ça a toujours été autour de hackathons, autour d'actions ponctuelles, autour d'un programme financé par un bailleur de fonds, mais jamais d'une manière structurée. Et on l'avait toujours dit, que ce soit à The Dot ou dans d'autres espaces, qu'il faut que la PME et que le grand groupe tunisien prennent au sérieux ces jeunes qui développent des solutions nouvelles. Qu'elles soient bonnes ou pas, hein, on n'est pas là aujourd'hui. Déjà, il faut commencer par tester, il faut commencer par voir. Mais jusque-là, on a l'impression que ça a été pris à la légère, que la PME ou le grand groupe tunisien ne regarde pas ces jeunes pousses comme de vraies entreprises naissantes. Pourtant, toutes les PME ont démarré comme ça à un moment. Elles ont bien démarré à un moment et il y a un premier client qui leur a fait confiance. Et c'est un pass qui est tout à fait naturel dans la vie d'une entreprise. Donc, on ne prend pas les choses au sérieux. Le processus d'innovation, il n'est pas forcément intégré dans la PME. Et donc, quand on a un petit budget, souvent en RSE, on jette un incubateur et on fait un hackathon. On fait des photos, de belles vidéos. On fait de la com sur Insta, TikTok et on innove. Aujourd'hui, on fait de belles choses, mais jamais dans la continuité. Et très souvent, on veut aussi qu'on nous finance, même s'il y a une vraie solution qui répond à un vrai problème et on voit qu'il y a un potentiel, on voudrait que quelqu'un nous finance ce POC. On ne veut pas le financer. Et même si on le finance, on n'a pas forcément confiance en la pérennité de cette start-up pour signer un vrai contrat derrière. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a un problème de culture. Il y a un problème structurel de toutes les façons, dans l'écosystème, dans les connexions qu'il y a. On a réussi à créer une dynamique, mais on n'a pas encore réussi à créer un écosystème. On n'a pas réussi à créer de connexions viables, pérennes, qui apportent une valeur, un vrai impact, une vraie valeur ajoutée entre les différents acteurs d'un écosystème qui sont l'université, l'entreprise, l'État, la start-up, la PME, etc. Enfin, de manière générale. Oui. On entend souvent parler dans la continuité de ce que tu dis
du client venturing, du corporate venturing, du corporate VC, corporate venture capital, de venture studio sectoriel, c'est-à-dire lié à un secteur d'activité où plusieurs PME peuvent ensemble décider de créer quelque chose ensemble dans l'innovation sans forcément d'être dans la concurrence. Ces modèles existent ailleurs. Est-ce que on les voit en Tunisie? Existe-t-il en Tunisie? Y a-t-il eu des initiatives? Et Karim, si tu peux réagir sur ce point, tu es le bienvenu. Ensuite, Haitham, on aura le regard externe. Donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'on les voit en Tunisie? Si oui, comment est-ce qu'ils pourraient se développer? Sinon, pour quelles raisons, à votre avis? On a vu de grands groupes ouvrir ou supporter fortement des incubateurs, financer des incubateurs. On a vu des personnes fondatrices ou qui font partie de ces conseils d'administration de ces grands groupes intervenir en tant que business angel ou se mettre en réseau dans des réseaux de business angel. Mais on n'a pas vu de CVC, on n'a pas de corporate venture capital. Et après, moi, j'apporte enfin, peut-être avec un peu d'expérience panafricaine ici. Les CVC se développent dans des pays, de grands pays riches, de manière, enfin, riches, c'est-à-dire là où il y a Avec des ressources. de très grands groupes qui ont des richesses qui leur permettent de créer ce genre. Et avec aussi derrière des, une législation, une policy qui pousse vers ces CVC. Donc on voit ça au Nigeria, on voit ça au Kenya, on voit ça en Afrique du Sud, on voit ça en Égypte aujourd'hui, beaucoup. Même au Maroc, il n'y a pas de CVC, pas encore, je pense. Si l'État, comment on appelle ça, l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, a créé oui, tout à fait. un CVC. Et pas qu'un CVC, il a créé des CVC sectoriels. Et panafricain en plus. Il n'investit pas qu'au Maroc, il investit ailleurs. Mais encore une fois, via des programmes. Donc via des programmes d'accélération, d'incubation, etc., avec un ticket à la fin. Mais c'est mieux structuré. Je trouve que les modèles, les CVC égyptiens aujourd'hui, c'est porté par de grands groupes. Ça investit sérieusement dans les secteurs dans lesquels ces grands groupes ont déjà des investissements. Et ça se développe assez bien parce que il y a des financements. L'accès aussi aux fonds des pays du Golfe fait que ça lève rapidement. L'Égypte, c'est un grand marché, 100 millions, un peu plus de 100 millions d'habitants. Oui. Donc, il y a des ingrédients, en fait, qui font que c'est, entre autres, l'environnement économique et la puissance de ces champions qui sont ces grands groupes. Permet le développement de ce genre de modèle. Très bien, merci. Haitham, je t'ai laissé attendre longtemps. Tu travailles quotidiennement entre universités, start-up, entreprises et agences publiques en Irlande. Donc, lors de la préparation justement de ce panel, tu m'avais parlé de l'allocation de fonds, déjà de l'abondance des fonds et de l'intelligence de la répartition de ces fonds. C'est-à-dire, on n'est pas là juste dans la distribution de fonds pour avoir complémenter un round, mais plutôt pour avoir une PME qui investit. Donc, avec ta perspective irlandaise, enfin, l'Irlande est l'un des écosystèmes les plus développés, les plus réussis en Europe et peut-être même au monde après certains pays. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui distingue l'écosystème irlandais? Qu'est-ce qui fait de lui l'un des plus performants en Europe et au monde? Et comment la recherche universitaire est-elle transformée en innovation utilisable par les entreprises? D'abord, actually, le succès de l'Irlande, c'est nouveau. Si tu rentres en 1980, GDP de la Tunisie, c'était environ 10 milliards de dollars. Et l'Irlande, 20 milliards de dollars. Maintenant, le GDP de la Tunisie en 2026, I think environ
60 milliards de dollars. Le GDP de l'Irlande, 700 yeah, exact, 770 milliards de dollars. Et c'était I will speak in English, sorry. In English or in Arabic, show the language you prefer. I left Tunisia 17 years ago, and actually, my French is not as good as it used to be. Anyway, so the success is coming from the strategy. In the beginning of the 18th, Ireland actually, by the way, Ireland is one of the countries that has actually more people living outside Ireland than in Ireland. So in Ireland, we are 5 million, but I think we have over 40 million living in outside Ireland. So they try to use actually this diaspora, what we are trying to do here today, okay, in order actually to bring actually innovation and bring countries, okay, companies. One of the first actually companies actually came to Ireland was Apple in 1980, and it was actually like a reflection point at that time. So Apple was founded in 1976. After 4 years only, they had actually their European headquarters in Cork, where I live myself, in the south of Ireland. Now we have actually in Cork a site of 6,000 people working there. Okay, at that time there is no like even infrastructure in the country. So everyone actually they have actually a funny event there. So when they brought actually executives from US, they didn't have actually even Roads. yeah. So they brought them actually with helicopters from, and actually the guys actually in Apple, they thought this they are welcoming them, very but actually Yes. the fact they didn't have actually roads at the time, So anyway, so they used actually, and they had a strategy to focus on 2 sectors, okay, IT and pharmaceutical, sector, and actually start to bring actually, multinationals. They are using, the fact that they are speaking English. There is a lot of Irish in US and other countries, but also, they start actually to invest in innovation. This is actually very, very important. Now, actually, we do, if we see actually the way they are actually, funding actually research. So we are actually now just announced last month the RINEI. It's a new research center only in research, in artificial intelligence. So we got 122 million euro to invest in collaboration between universities. We have like 12 universities in this program, and all type of industries, SMEs, multinational, anyway, any type of industries. Public funds, 122, but actually there is actually some requirements in these funds. So myself as a principal investigator, for example, in order to get access to this fund, I need actually to get at least 50% of that fund from industry. So every project needs to have an industry there. Okay. From the industry, Yes. not from another investor. No, It must industry. be an industry. It must be a company. Yeah, it shouldn't be any especially not any. For example, I have project now with a hospital in Cork, but they didn't accept that as a 50% Because it's public. Yes, because still public, because I'm bringing actually the funding from the Minister for Research, for Research Ireland, okay, and actually the other part from the hospital, they said hospital still is public funding. You need to bring another company or another external funding. So this is actually very, very important. That's actually boosting we had actually the previous program. Actually, we started in 2015 until this year, finished this year 2026. They invested 42 millions. And after actually the evaluation of the program, they found every €1 invested in the in this research program brought €5. So they invested 42. I think they brought around more than 250 million. So that's why actually now the leverage comes from the industry. Actually, they are giving us 122, expecting to have actually more than billion from only research projects. But this is actually, sorry, I will take another point, also important. This is also not actually, in order to boost research and collaboration, but also to
work on actually on building more startups and spin-outs and so on. So within this last maybe 15 years, Ireland actually generated actually more than 20,000 startups. Among them, 11 unicorns, bringing actually more than 1 billion. Okay. In these last 15 years only. Okay, this is because of this type of programs. So not boosting only, but not forcing, but actually trying to encourage everyone in research To go to the other yes, startups, this- to go yes. to the industry, to raise funds. Exactly. The country is small. It's not actually. I mean, there is no big difference between Tunisia and Ireland. Probably In terms of demography, you mean? 5 million, and actually the culture is not too different, But actually, it's the only thing is strategy, and the difference is like we talk about innovation. The innovation in Ireland is actually. I mean, they think actually it is the job of everyone. Okay, so universities they don't work alone. Companies they don't work alone. They need to collaborate. The companies they understand that they need to collaborate with us. Okay, the government here So is it's just just a question of coordinator. mindset. Exactly. And the government is a coordinator. Yes, it's actually what we call it. Actually, like innovation is a team, like team sport. Okay, it's not martial art as we know, like individual sport is a team sport, like football. You need to work together. Okay, so this is actually the I think one of the most important reason for this progress. Very clear. So one is the leverage, one invested Yes. needs, one to be raised And the in, culture. in the industry, and second, the mindset and the culture of collaborating. Very, very important. Yes. And the role played by the government in connecting the players. Exactly. Clear. Merci. Thank you. On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est un peu en retard par rapport au planning. Donc, il nous reste à peu près 25 minutes. Donc, on va aller. On a encore 3 sujets à aborder. Donc, on va essayer juste de gérer le temps. Zainab, on va aborder la question de la difficulté justement de la collaboration entre les startups et les entreprises et pourquoi elles sont difficiles. Comment une startup tunisienne aujourd'hui parvient-elle à convaincre une entreprise de tester ou d'adopter sa solution et de l'adopter dans la durée, pas juste comme tu disais tout à l'heure pour dire que j'ai fait un partenariat avec une startup et j'ai pris des photos et ensuite le projet s'arrête au bout de 6 mois, chose que je vois également. Et à quel moment les discussions bloquent-elles? Donc, d'après ce que tu as vu et des expériences que tu as, notamment au sein de The Dot, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vécu au quotidien à The Dot et des entreprises qui sont en very early stage, qui vivent ce genre de choses. Donc, quel est ton regard par rapport à cela? Alors pour commencer, on a 2 structures qui évoluent à 2 vitesses dans des conditions différentes. Une start-up, elle est en stretch financier, elle doit être super flex, elle doit aller très, très vite et de l'autre côté, tu as une entreprise qui est confortablement installée, qui très souvent a conscience de ses problèmes, mais ne voit pas forcément la solution as urgent, comme urgente ou enfin, ou it's a nice to have et pour toutes les raisons que Kelly m'a présentées tout à l'heure. Donc on peut continuer à travailler comme ça. On est dans un petit, marché et on se comporte un peu en club, on se met d'accord sur les prix et on est bon. Le marché se contente de Se contente de ça, tout le monde accepte. On n'a pas une ambition de grandir, d'exporter, ou d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'incitation à créer des champions en Tunisie de manière générale. Bref, c'est pas le sujet. Donc, il y a 2 structures qui évoluent à des vitesses différentes. Moi, je suis startup founder, je suis en stretch financier, je suis peut-être en autofinancement aujourd'hui. Je viens te voir, toi qui es une entreprise bien installée, qui a ce besoin, j'en suis sûre, parce que j'ai bien étudié mon marché. Je sais que ma solution peut vraiment t'apporter une valeur ajoutée, te faire gagner en compétitivité, en performance, etc. Et on commence la discussion. Toi, tu as des niveaux d'hiérarchie et de validation du POC déjà
qui peuvent durer jusqu'à 6 mois. Moi, j'ai pas 6 mois. J'ai pas 6 mois à tenir, j'ai pas les financements pour les 6 mois, je peux pas, je suis pas sûre de garder mes collaborateurs pendant 6 mois et si j'agis pas vite, Oui. je n'arriverai pas à survivre. La notion de temps n'est pas Alors la que même pour le- toi, t'envoies pas ton mail aujourd'hui, c'est pas grave, je l'envoie pas aujourd'hui, je l'enverrai demain. Demain, je suis tête dans le guidon, j'ai pas le temps, je l'enverrai. Ah, après, je te passe un coup de fil, tu réponds pas parce que t'as pas t'as oublié d'envoyer le mail. Et c'est comme ça que la relation se fait au quotidien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les start-upers, ils viennent me raconter, eh ben, X ne répond plus au téléphone. Bah, c'est normal parce que X n'a pas une réponse pour toi, parce que X a dû écrire à son supérieur qui, dans le sujet n'est pas important pour lui, il n'a pas, ou l'a pas vu, ou c'est pas du tout une priorité, et tu as l'électricité qui coupe, tu as les collaborateurs qui sont de mauvaise humeur aujourd'hui. Enfin, une PME aussi gère son quotidien, hein, elle n'a pas que la start-up à gérer, tu vois. Et comme c'est un nice to have, c'est pas urgent ni important. Je caricaturise un peu le truc, et c'est comme ça que ça se passe. Ou en tout cas, même si ça se passe un peu mieux, c'est souvent perçu comme ça par les startups parce qu'on est quand même sur des timelines très, très différentes. On a un rapport au temps qui est qui est très, différent qui est très, entre la très différent. PME et la start-up. Et c'est souvent pour ça que la startup, très rapidement, se tourne vers le marché international. Très rapidement, essaye d'aller voir des marchés étrangers, d'aller prospecter des marchés à l'étranger et d'aller vendre ailleurs. Oui. Parce que souvent, pourtant, le process naturel est de piloter dans ton pays, vendre dans ton pays, valider ton produit et puis exporter. aller exporter. Et très souvent, même quand ils vont à l'étranger, ils sont confrontés à des remarques du genre: «Mais vous n'avez même pas vendu dans votre Chez pays». vous. Vous voulez vendre ici, vous n'avez pas vendu chez vous. Absolument. Ah, j'arrive, Karim. Hein. Et ça va de la PME au grand groupe et à l'État, parce qu'on n'a pas parlé de l'État et l'achat public d'innovation. Et je laisse Kélim en parler. Ouais. Justement. Donc, en dehors du cadre législatif qu'on va aborder, mais aujourd'hui, il y a les problèmes que racontait Zainab pour l'adoption de l'innovation par la PME. Donc, aujourd'hui, il y a une offre de technologie par les startups, il y a de l'innovation indépendamment du fait qu'elle soit développée, pas développée, faite sur mesure depuis le début ou pas, mais il y a une offre pour les PME et du point de vue de la start-up, et moi-même j'ai été entrepreneur, j'ai été VC, et donc j'ai vécu ce genre de choses, il y a une réticence à l'adoption de la solution innovante. Et en général, il faut avoir un jeune de moins de 30 ans qui a un poste assez décisionnel pour que les choses bougent. Sinon, on est dans le statu quo. Donc ma question est, pourquoi ? Pourquoi la PME n'adopte pas l'innovation, même quand elle est offerte. Juste pour dire. Et ensuite, j'aimerais te donner la parole, Emine, pour partager ton expérience d'entrepreneur et de gestion d'un petit venture studio par rapport à la problématique. Merci. Pour répondre à la question, Amine, qui m'a dit il faut ramener les choses dans leur contexte. On est un pays qui a 70 ans, mais on vient de prendre notre indépendance. Il faut voir. Il faut voir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sensibles à cet argument, Kérim. Pour voir un peu pourquoi les grands groupes, et notamment il y a un secteur, parce que moi je suis, qui est le secteur bancaire. Je vais vous donner l'exemple pourquoi il n'y a pas de fintech. Parce qu'il n'y a pas eu d'open banking depuis 2015. Donc il y a quelque chose qui se passe, même en Europe, pour ramener les choses. S'il n'y a pas d'open banking, qu'il n'y a pas de normes pour l'ouverture des data, et qu'on parle d'une sandbox au sein de la Banque centrale, et qu'on s'attend à un terme qui s'appelle fintech, il n'y a pas de fintech. Donc, Lyon, c'est quoi le paysage fitounes dans le secteur bancaire, puisqu'on a 22 banques, des banques qui n'ouvrent pas leurs data, on a des startups dans les fintech, tout le monde se regarde. Il y a un certain moment, un gouverneur qui a mis en place une sorte de sandbox. Il y a eu 2 entreprises qui ont la sandbox. ما عادش فهم
Donc, c'est une question de mindset, de mentalité. Donc, à l'échelle de mon approche, en tant que d'ailleurs patronat aussi, on fait des réunions, on essaie avec du recul de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, il ne faut pas, en tout cas, Fitoun, ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui contrôlent l'économie de la Tunisie. Et c'est les grandes PME. Et quand on discute avec eux, ils sont dans leur zone de confort. Et c'est normal. GNT, une start-up, pour aller changer des choses, tu ne peux pas. حتى كان يحطك مع الدي اس سي ويعمل لك اوبن انوفاسيون ويغزر لك اللي سي ماست هاف كما تقال. Non. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. C'est qu'entre l'année dernière et cette année, le monde est en train de changer. Et justement, moi, de par mon approche vis-à-vis de ces grands groupes avec qui moi j'ai travaillé dans les années 90 pour installer les réseaux, aujourd'hui, quand je les revois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de résistance, mais aujourd'hui, ils font attention. Pourquoi? Parce que ils ont affaire, moi en général, quand je fais des formations, je dis l'ennemi n'est pas dans la salle, il est en Turquie. Il est, si on veut parler pour les industriels, si on veut regarder, il faut regarder les vrais ennemis, les concurrents. Les concurrents, aujourd'hui, utilisent la robotique, l'IA, ils travaillent 24 sur 24, il y a des dark factories. Moi, j'étais avec un industriel il y a 2 mois à Sousse, j'ai un appel d'offres Fitoun, c'est produit en Tunisie, et ben, le prix de vente, هو معناتها القروح face à des entreprises turques et des entreprises chinoises, le prix de revient interne n'est pas est supérieur au prix de vente interne. Soyons clairs qu'aujourd'hui, donc ça fait un déclic. وقتها يعمل لك appel, يقول لك comment je fais. Alors, je vais donner comment moi j'ai procédé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une petite expérience, j'ai 62 ans, j'ai 34 ans de terrain de transformation. ماشي تشليو. زايد كيما قلت قبيله باش تمشي للاي تي وتحكي وتقنع المانجمنت زايد. C'est lui. Et donc j'ai commencé par former les managers à coder en cloud. Ils deviennent augmentés. Et j'en ai 3 maintenant. Et donc chaque secteur, il faudrait faire ce changement. D'ailleurs, je prépare une formation que je vais faire gratuite pour les futurs ministres. Les ministres. C'est anormal qu'aujourd'hui, on n'utilise pas pour les décisions des choses qui sont gratuites, qui nous donnent une vision qu'on a avec des centaines de milliers de dinars. C'est très grave, là. Et on fait des études et on dit des choses alors que Claude est là et que, pas que Claude, maintenant regardez Kimi 3 qui vient de sortir, c'est la vraie guerre froide là, entre les États-Unis et la Chine. Et d'ailleurs, on a ramené Kimi et c'est des choses qu'il faudrait utiliser. Il ne faut pas refaire nos LLM. Par contre, il y a de l'open source et on peut travailler sur des datas souveraines en travaillant sur de l'open source. On n'a pas besoin. Maintenant, pour revenir à l'approche, c'est, en tout cas ma conclusion, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais c'est ce monsieur, le propriétaire, le manager. Si lui n'est pas d'accord pour être augmenté et faire ce que moi je dis toujours dans mes slides, c'est apprendre, désapprendre, réapprendre. S'il ne désapprend pas, Zayd. إذا كان y a un désapprendre, il se remet en cause, il faut le reset. En 2014 à Stanford avec mes enfants. C'est pour ça que j'ai de l'expérience. J'étais d'ailleurs, l'Irlande, c'est le premier pays qui nous a pris des ingénieurs. Moi, j'ai formé beaucoup d'ingénieurs. Dans les années 90, c'est la Tunisie qui a fait beaucoup d'ingénieurs en Irlande. Avant la France et avant l'Allemagne. Un échantillon. Un échantillon. Je sais, j'ai beaucoup d'ingénieurs. Les premiers départs avant l'an 2000, c'était vers l'Irlande. Donc, pour sauver l'industrie, il faudrait des champions, des early adopters, des gens qui, au début, vont utiliser cette innovation, travailler entre eux, parce qu'une fois à il faut qu'on apprenne à travailler entre nous, même si on est concurrents. Alors, c'est un mindset qui doit changer.
يعني créer la bonne nouvelle في تونس أنا pour terminer أمين ونرجع للكلمة c'est que c'est quand même drôle اللي في البلاد هذه il y a une infrastructure qui est prête. Si on regarde la Tunisie et ce qui a été fait dans les années 90 نلقاو عندنا des technopoles spécialisés في التكستيل, technopoles spécialisés في الميكاترونيك, technopoles, c'est incroyable. L'infrastructure elle est là. Même si aujourd'hui on continue à vendre du terrain, j'essaie d'expliquer aux différents ministres, on ne vend plus de terrain, on vend des services qu'on partage entre les startups et les usines au sein d'un cluster et l'infrastructure existe. Donc on a tout ce qu'il faut, sincèrement. Tout ce qu'il faut. On a eu ce débat, peut-être, on n'a pas le temps d'en discuter. On a eu le débat avec un ancien ministre de l'économie pour dire, s'il vous plaît, Technopole, un modèle économique. D'ailleurs, on a fait une présentation devant une ancienne chef de gouvernement. On a dit une vraie innovation, Tuniverse, on crée un espace où on peut tester les drones, où on peut tester la fintech, la tokenisation de tous les actifs. On crée de nouveaux modèles économiques. Et ce qu'on lui a dit, si ces modèles économiques fonctionnent, ramenez-le à l'économie normale. جربوه انتم في بقعة حطوه. D'ailleurs, وقلتها وقتها, il y a eu la remarque de l'ancien gouverneur, قال لي tu as tiré trop haut, قلت له on crée notre monnaie. قلت له لا, vous ne contrôlez pas vraiment votre monnaie في بنكردان ou في frontière, la monnaie qui est imprimée. Je dis les choses telles qu'elles sont. Créez une monnaie numérique, créez de la valeur, parce que c'est quoi une monnaie? Créez de la valeur, changez vos modèles économiques dans un espace. Testez-le dans cet espace. Si c'est bon, ramenez-le à l'économie normale. Faites le transport, faites l'agriculture, faites la santé, faites plusieurs silos entre la santé et le transport. L'innovation, l'innovation va casser les silos. Elle va te ramener de nouveaux modèles économiques. Elle a eu Airbnb en 2014, ou elle a eu Uber, ou elle a eu Netflix. C'est de nouveaux modèles économiques. Ce n'est pas des industries en mode silo. Ce n'est pas 22 banques. Ce n'est pas des ministères comme ça. Le monde a changé et il a commencé à changer depuis 2012-2013. اليوم ما زلنا في العالم هذاك نحبوا نفهموا ليا من هنا. C'est pas possible. Non. On va essayer d'être un peu plus positif avec. Non, je comprends très bien l'entrain et la frustration. Mais toute la question, c'est comment dépasser les émotions pour sortir de choses avec des choses peut-être un peu plus concrètes. Et on arrivera peut-être aux recommandations plus tard. Mais juste avant, au fait, je te laisse te présenter, si tu veux, Emine, par rapport à l'expérience liée à la gestion de différentes startups en parallèle et aux difficultés peut-être rencontrées dans l'intégration dans les PME. Merci beaucoup, Emine, et merci pour cette improvisation. Donc, Emine Boussarsa, je suis entrepreneur déjà de Beware. Et justement, j'ai vécu un peu en fait, le lancement d'un incubateur au sein d'une PME tunisienne. Et vous avez très bien résumé. Je ne suis pas sûr que je vais être très positif là. Mais en tout cas, ce que vous avez présenté est parfaitement pertinent, bien entendu. Mais je vais profiter quand même de la présence de Siaslen et la Connect. En fait, ce que j'ai, mais ce que j'ai vécu, c'est vraiment on va dire, un besoin d'avoir peut-être une maturité de gestion au sein des PME pour qu'ils puissent absorber l'innovation ou la recherche. Et donc, du coup, peut-être je reposerai la question à Rounéa. Donc, vous l'avez compris, donc on a fait quelques tests et puis on est toujours confronté à un niveau, un palier qu'on n'arrive pas à atteindre, ce palier 2, ce fameux palier 2, pour vendre, voilà, pour avoir un premier gros client, voilà, pour avoir un appui. Donc, notre feedback par rapport à ça, c'est que c'est la maturité de gestion d'une PME ou d'une entreprise pour pouvoir absorber cette innovation, la mettre l'écosystème ou l'environnement pour qu'il puisse être efficace quand on déroule cette innovation. Donc, c'est un témoignage plutôt en question
comment on peut aider nos PME aujourd'hui ou nos entreprises pour les élever en maturité, gestion. Ce n'est ni technique, ni technologique, ni rien du tout. C'est vraiment comment avoir les meilleures pratiques et les meilleurs, voilà, les prérequis pour une PME ou une entreprise pour qu'ils puissent dérouler cette innovation d'une manière efficace et de ne pas peut-être avoir une gestion de temps qui est trop longue ou bien en fait d'avoir des cycles qui ne sont pas efficaces. Donc, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire sur comment monter en maturité nos PME et nos entreprises pour qu'ils puissent justement profiter de toutes ces compétences et ces atouts qu'on a aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de la recherche scientifique, aujourd'hui, on parle de l'innovation, mais il y a un travail au niveau de l'entreprise qui doit être, à mon avis, fait pour qu'on puisse réellement absorber et avoir le rendu qu'on espère par rapport à cette innovation. Et merci encore pour ce petit... Merci, Emine, et ça me permet de faire une transition, parce que la question, justement, suivante était préparée pour Haytham, pour lui demander comment font, justement, les PME irlandaises pour absorber facilement l'innovation. Nous avons des entreprises, ils ont des actionnaires, ils ont des organes de gouvernance. Leur objectif, c'est de maximiser le profit avec les contraintes réglementaires et sociales. En face, nous avons des startups qui innovent, des talents qui veulent créer de la valeur. Chez les uns, ça passe. Ici, ça ne passe pas. Comment est-ce que ça passe chez les autres? This is a very good question. Shift to English. Yeah, it's a very good question. I work a lot actually with companies from different levels, like from startups, actually small, big companies, multinationals, and always actually there is the question how we can use AI, for example. I mean, my background and my domain. My answer usually, probably maybe shocking, is not actually. Usually, it's not. That question is wrong. Okay, the question always. Okay, corrected. Yes. The question is not how to use AI or bring AI to my business. Is actually the question. The actual question in business is what is the biggest challenge in my business, and when you find the challenge, okay, you can find easy tools, like AI or others actually to fix it. There is a little bit big problem now is because of the hype or anti-hype of AI, people are creating problems so AI can solve it in business. That's actually what is happening. So Okay. how I can use whatever actually the latest AI tool in my whatever actually the problem that business is not a problem. Okay, I think actually most important thing is to focus on the problem always. This is actually important in any business. In 2017, Science Foundation Ireland, they sent me actually to US to do a training on research commercialization. Commercialization. So I did actually an intensive training 3 months in Atlanta on how to bring research actually to market. Okay, and one important thing actually I learned that in the something called actually business model canvas. I'm a computer scientist, research science, research like a AI researcher. I don't know anything about business. So 3 months I was learning, a business model canvas, and there is few questions there, including actually the problems, where to sell and so on. But actually, you don't start actually from the technology. You need to start from a problem so you can solve it. Okay, so that's actually the most important thing. Is not there's a lot of tools now, yeah. So you need to focus on that. Once actually you find the problem, and possible solution. The second actually advice for for at least from what I have seen during this 15 years is not don't do it everything yourself. Okay, especially if you are SME. Okay, maybe multinational you will have an R&D team and so on, but actually especially like small or actually medium company, try to collaborate. And startups are the best tool actually if you want for that. Startups actually they are doing innovation, they are open to new challenges and so on. So try to collaborate with that. So use startups to actually fix new problems using the technology. That's not, don't do everything yourself. At the same time, don't give everything actually to startups, because actually you need to keep Choose your priorities. exactly. And the
The third advice is to not start actually big. Okay, you need to actually start with a pilot usually. Okay, start with a pilot, like Karim mentioned now. So you need to start actually if it is working, then scale. Okay, don't start big. I mean, I need actually language model. I will train my own language model myself there. I will invest 100,000 euro to fine tune my language model for Tunisian dialect, for example, whatever, to fix the problem of I don't know the conversation with or chats with my clients. Okay, later on you find that there is actually a very good model from DeepSeek that works better without this 100,000 investment. So you need actually to go step by step. Okay, so these are the first three, the main three advices, and actually I have seen a lot of companies failing in one of these levels. Okay, so if we summarize them, the first one is don't start with AI, or actually the technology starts with the problem. with the need, okay? Yes. The second is don't do everything yourself. Okay. Try to collaborate with as a SME, PME. So try to collaborate with startups. Okay, that was Karim mentioned as well. Okay. The third one is actually start small. Start small. Absolutely. Yeah. Merci, thank you. Je pense on peut passer maintenant à la partie recommandation. Et dans la partie recommandation, on va aborder le volet réglementaire, Innovation Act, Startup Act 2. Donc, mais d'abord, je vais commencer avec Zainab. À ton avis, Zainab, quelle devrait être aujourd'hui la priorité de l'écosystème pour multiplier les collaborations entre startups sur la base de ce qui a été dit et de ton expérience? Si on dit, OK, aujourd'hui, on veut que les choses changent. On veut de la progression dans la collaboration. Qu'est-ce que tu recommanderais pour l'écosystème de la perspective startup? Alors, il n'y a pas d'écosystème. Ça peut te sembler bizarre venant de ma part. Oui, parce que tu es justement non, il y a pas majeur de l'écosystème. Il n'y a pas d'écosystème, en fait. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Si on est arrivé à se poser ces questions-là et à se critiquer depuis 1 heure, c'est parce qu'on n'a pas réussi à créer les connexions qu'il faut. Et ça n'a pas été... on n'a pas réussi à le faire. 1, parce qu'on n'a pas la bonne culture des différents côtés. Et 2, parce qu'on n'a pas un vrai champion, un vrai lead. Lead ou coordinateur? Je dirais que l'État a été absent sur ce volet-là. On a poussé un Startup Act, c'était génial. On a beaucoup travaillé, it was amazing. Oui, Voilà. on a fait une référence africaine. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, Il on a est été toujours une référence. Il y a 8 Startup Acts en Afrique aujourd'hui, Oui. tous inspirés du Startup Act tunisien. Et jusqu'à aujourd'hui, la Tunisie est considérée comme un pays de l'innovation en termes de policies, de manière générale, dans l'investissement, de politique publique, par tous les pays africains. Donc, aujourd'hui, on a manqué de champion, en fait. Pas de coordinateur, de champion. Parce qu'un projet d'innovation au niveau d'un pays, tu ne pousses pas juste une loi, tu mets en place une stratégie et tu laisses comme ça évoluer dans la nature. À un moment, l'État était absent, malheureusement. Il était présent sur certains... Comme il est aujourd'hui. Malheureusement, il y a de la responsabilité des acteurs économiques. Je suis d'accord. Il y a de la paresse humaine et culturelle. Mais il y a aussi un rôle que seul l'État peut jouer, qui est de mettre en place et les politiques et les incentives et tous les ingrédients qu'il faut pour que ces acteurs-là puissent travailler ensemble et évoluer. Et c'est là où l'État a été absent sur les dernières années. C'est très clair. Ce n'est pas un constat rose, mais c'est un constat. Non, mais c'est pas. Et on va ajouter une couche c'est toujours supplémentaire. récupérable. Il faut juste de la volonté.
Oui. C'est récupérable. Oui, d'ailleurs, dans la continuité de ce que tu dis, par rapport à ce qui a été fait au Startup Act 1, qui était une réussite, ensuite on a parlé de Innovation Act, côté PME, de Startup Act 2, qui était une transition, une fusion, une volonté de rapprochement. Tu connais le sujet de manière rapprochée, Kérim, Oui. et donc rapidement, s'il te plaît, parce qu'on a largement dépassé les temps, je pense. Oui. J'espère Oui. qu'on a été intéressant et qu'on n'a pas Mais je voudrais embêté quand même... notre audience. Mais ton point de vue, rapidement, Oui. sur ce point-là. Mais je voudrais finir par une note positive. L'Innovation Act. C'est qu'il y a aujourd'hui des groupes qui vont réussir. Qui vont. Et que ce qu'a dit Haytham, on est en train de le mettre en place. Quand je dis il faut recabler un peu les mindsets en faisant du désapprendre aux managers, vous savez ce qui se passe après, Amin? C'est que le middle management, nous allons, on est chez les middle management pour les transformer. Parce que si lui bouge, eux bougent. Et donc, on se rend compte réellement du blocage sur le terrain. Le blocage, il est dans les silos, le management, parce que, en général, le bureau d'études ne travaille pas avec l'achat. C'est des managers au sein des entreprises qui ne se parlent pas beaucoup, parce que pour eux, c'est comme ça et le monde ne bouge pas. Et donc, ils ont trouvé un travail, ils sont comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a un travail au moins qui dure 6 mois à 1 an pour changer le mindset de l'entreprise et rattraper justement un mindset innovant. C'est à ce moment-là qu'on parle de start-up. Quand on change la mentalité des entreprises qui étaient là, c'est à ce moment-là, moi je fais très attention à ça. Et quand je dis ça, quand je le dis, parce que j'ai vécu des expériences où je me suis planté. Dans une banque, je me suis planté. En 2020, j'ai ramené des startups avec la banque. C'est beau, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut d'abord commencer à changer les mentalités, l'organigramme. Ensuite, commencer à parler innovation, startup. C'est ma démarche. Et la bonne nouvelle que je vous donne, c'est pas ce que je suis en train de tester. Hein. Mais là, à chaque fois que je passe, et je suis dans ma 4e expérience, ça marche. Ça marche. Et on va donner les exemples, parce qu'on a besoin de, justement, pour conduire le changement, on a besoin de gagnants, de gens qui créent vraiment quelque chose de nouveau. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, on va trouver des startups. On va trouver des écosystèmes qui ont leur propre IA sectorielle, qui ont changé de mentalité et qui innovent au même titre que la Turquie, que le Maroc, etc. et qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir le gouvernement, une loi qui les aide à aller vers ça. Mais ils vont le faire, là. Je vous dis, ils vont le faire. Pourquoi? Parce que la concurrence est tellement puissante aujourd'hui et tellement rude qu'ils sont obligés petit à petit, tu t'adaptes ou des gens, tu disparais. Tu t'adaptes. Avec je crois qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, malheureusement, le marché, c'est le marché. Voilà. Et donc, pour revenir à l'Innovation Act, moi, en 2 mots, je m'attendais, l'innovation. On a travaillé pendant 1 année. Il y a eu beaucoup de réunions du ministère de l'économie pour l'Innovation Act. Et la première remarque que l'Innovation Act, c'est d'inclure les PME. Parce que l'innovation pour les startups, c'est bien, mais ce n'était pas ça. Nous, quand on a fait le Tunisie Digital en 2014-2015, on a le Conseil stratégique du numérique, où on a les 6 axes. Parmi les axes, il y a un axe innovation. L'axe innovation, il n'y a pas que les startups, il y a les PME innovantes. Et donc, on a un label pour les PME innovantes. Alors, l'innovation, les PME, peut venir d'un produit, comme elle peut venir d'un écosystème. Quand elle travaille avec une start-up, elle a un label innovation. Quand elle a le label innovation, toi, elle a les avantages d'une start-up. C'est l'Innovation Act. Donc, on a même créé un groupement, Connect Innovation Act. La présidente, elle est là. Tellement on y croyait, réellement.
وعملنا في الكونكت انوفيشن اكت par axe, donc, فما des équipes في الكلاود، فما des équipes في l'IA، فما des équipes في السانتي، فما des équipes. هذا معناتها فكرتنا. اليوم malheureusement le ministre a changé, le projet s'est arrêté. On est en contact avec le ministère de l'économie pour à chaque fois rappeler et activer. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est le ministère des technologies qui a repris l'Innovation Act pour en faire un Startup Act 2. Alors moi, ma question aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là. Ce que je veux savoir, en tant que... Est-ce que la Startup Act 2 inclut les PME? Est-ce qu'elle inclut les écosystèmes? Est-ce qu'elle inclut l'innovation? Je n'ai vraiment pas de réponse. On va aller au Brésil bientôt. On va exporter. Les gens travaillent à Tunis. Ne croyez pas que les gens ne travaillent pas. Ils travaillent, ils cherchent. Il suffit de les convaincre. رجع وانا مشكلتي راهو من الاول سي لي بي ام او والله خاطر j'ai compris que l'innovation d'abord pourquoi les PME parce que les PME ils sont déjà organisés عندهم un département marketing عندهم un département commercial ils exportent déjà c'est eux qui ont besoin de changer leurs produits d'aller vers l'innovation تجي انت avec une innovation وحدها ستارت اب وتقول له دخلها وهي مش في l'équipe من الاول c'est normal qu'il y a un refus et ونقعدوا superficiel par contre si tu ramènes l'innovation de l'intérieur avec des incitations وبعد تجيب les startups croyez-moi je suis en train de le tester là ça marche et donc il faut maintenant que moi j'appelle ces entrepreneurs comme dans 6 mois peut-être à 50% du prix mais ce que je vous demande une chose c'est que l'année prochaine vous venez expliquer comment vous avez réussi. Très bien. Merci. Merci. Et je pense que le sujet est je dirais pas sensible, mais le sujet est important. C'est un sujet fondamental dans l'état actuel des choses et du pays également. Donc, merci de l'avoir adopté avec tant de sincérité et d'ouverture. Avant de passer aux questions très rapidement, je vais vous demander une chose. Je ne vais pas vous demander de fermer les yeux et de vous projeter, mais de me dire, dans 5 ans, quelles sont les choses que vous aimeriez voir réalisées ou, dans 5 ans, si elles sont réalisées, vous diriez, nous avons réussi la transition IA et le bouleversement technologique. Vous pouvez passer votre tour si c'est une question qui vous embête. Start. I think first of all we need more Karims in Tunisia. That's actually a key, you know. Why? And that actually this is for for a good reason, and this is also related to the previous panel. There was actually a debate between like the research and actually why the research is not actually used in industry and so on. I think one of the main important problem is that actually innovators and actually entrepreneurs, they don't speak the same language. They don't speak the same language, so you need someone to translate between them. And Karim is doing that. He's a translator. Yes, exactly. So Karim is doing that, and we need more. We need actually mindset of Karim and actually multiplied here, okay, and actually doing the same job that Karim is doing. Okay, so that's actually the most, I think, my opinion. It's not something actually you don't need actually the government to do it. That's something in practice. If we can do an ecosystem where we have actually more Karims and we do that, so we'll have in 5 years like very big difference. That's yeah. I will tell you an example. Apple. I live just near Apple in Cork. Okay, it's a very good example that we know all Steve Jobs. Okay, Steve Jobs is the visionary and actually marketing guy, but actually the guy who did everything, the invention and so on, is another guy, another Steve, co-founder of Apple, Steve Wozniak. Okay, Steve Wozniak is the mindset, the inventor, but he doesn't speak business at all. So he invent and they do everything. He was doing everything, and Steve Jobs is telling
Yes. Okay. So the same thing actually, universities and labs and even outside. So we have a lot of inventors. We have a lot of talent. But we need. But we need, and we people. have entrepreneurs also. They don't speak the same language. We need just to bring them together. Okay. We will get some comments. Merci, thank you. Moi, je vais pas te dire comment je vois l'évolution dans 5 ans. Enfin, sincèrement, je sais pas comment Claude va évoluer dans les 6 prochains mois. Voilà, ça évolue d'une manière tellement rapide aujourd'hui qu'on se demande, avec les chips là qu'Elon Musk a mis dans la tête du gars, je sais pas si tu as suivi, ben, on se demande où est-ce que ça va. Dans 5 ans, c'est limite trop long. Et après, Fistoun, c'est là. Ça bouge pas beaucoup. Si on reste comme ça, bah, ça va, ça rester comme ça. Enfin, par contre, moi, je voudrais rajouter que il y a des initiatives dans le monde pour encourager l'open innovation. Singapour, par exemple, ils ont, je pense que ça s'appelle le Productivity Grant, Enterprise Productivity Grant ou quelque chose comme ça, là où ils ont des fonds qui financent, et c'est des fonds qui ne sont pas que public, hein, qui financent 50 à 70% de l'achat De l'innovation. l'innovation. Ce que la Bird fait avec certains produits, je pense, et quelques partenaires, enfin, banques internationales, banques de développement font en Tunisie aussi, avec des conditions, bien évidemment. Mais ça, c'est la Corée aussi a monté ce type d'incentives, en fait, pour encourager l'achat de l'innovation. Le Maroc, dans sa vision 2030 ou quelque chose comme ça, il finance jusqu'à 70% l'achat d'innovation pour les PME marocaines. D'accord. Donc tu rejoins, si je comprends bien, l'inclusion d'incitations fiscales, c'est-à-dire ce n'est pas forcément des fonds qui sont injectés directement, mais c'est une réduction de coûts pour l'achat, pour l'entreprise qui passerait, elle, Ça peut être un label avec des incitations fiscales, ça peut être négocié avec les partenaires bailleurs de fonds, etc., des fonds qui encouragent l'achat d'innovation, histoire de débloquer tout, unlock l'inception, en fait. Oui. Il faut qu'il y ait des early adopters pour que d'autres les suivent. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose pour démarrer, qui n'est pas encore là, malheureusement. Bon, merci Zainab. Je vais essayer de trouver une fin positive. Donc, je vais demander au public, si vous avez des questions, de poser des questions, mais il faut que la réponse soit positive. Donc, arrangez-vous. Non, sérieusement, des questions? Oui. Encore 5 minutes de questions et, parce qu'on nous demande de libérer la salle. En fait, s'adresse à Madame Zainab, enchantée. Je suis convaincue de vos paroles. Ça reflète beaucoup ma journée que j'ai passée avec mon initiative. Juste une question concernant AfriLab. Pour un projet à but impact social et environnemental dans le domaine du AI, utiliser le AI Powered Tool, comment vraiment intégrer AfriLab et comment avoir le support de AfriLab pour ce type de projet? Et est-ce que c'est vraiment pour le early stage ou le growth ou comme... Merci pour la question. AfriLab, c'est un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs. Ce n'est pas un réseau de start-up. Donc, c'est le plus grand réseau de hubs d'innovation. On appelle ça des hubs d'innovation. C'est les incubateurs, accélérateurs, tech centers. C'est 536 hubs d'innovation dans 53 pays aujourd'hui. Par contre, si vous faites partie d'un hub, vous êtes bénéficiaire de hubs qui sont membres d'AfriLabs, où vous suivez l'actualité d'AfriLabs sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autres, vous allez trouver des opportunités pour start-up. C'est-à-dire que AfriLabs partage, mais ce n'est pas le réseau de start-up, c'est le réseau de hubs d'innovation. Je pense que vous pourrez par la suite échanger de manière. C'est pour ça, Mais toujours par rapport à l'innovation et par rapport à ce qui a été abordé tout à l'heure. Parce qu'il y a des questions.
dans le sujet. I have a comment to Haytham, so I will speak in English. So I'm Shaima, I'm from Nokia, I'm AI lead, and I'm happy to be with you today to discuss about those topics because I liked your comment regarding we need 100 or 1,000 Kareem. I believe we have already a lot of projects like Kareem, but what we are missing is this business mindset. So like I consider myself maybe future Kareem, so I'm really like a dreamer. But I think a lot of people or colleagues in Tunisia are strong in have strong technical skills, but we are missing the business skills, how to like to run our startup tomorrow. So if we forget about politics, so what can we do and how to help those people or those researchers to create a successful startup tomorrow? So can we just alone create like kind of workshops in summer, or can we try to do something together to encourage those people to create startup outside or inside? So we need, I mean, your skills. So thank you so much. Sure, very good question. There is actually different type of solutions for that. Okay, I would start actually with the easiest one. Okay, so if these researchers usually they will do PhD and so on. So what I did myself for my PhD students. Okay, so I have a requirement that every PhD student needs to have actually at least 3 months in a company before finishing, you know, the PhD. I will not accept the student will finish PhD without actually 3 months in a internship, so they can know exactly how companies are working. Yes, different topics usually. Okay, so this is actually, and it is working. You know, I had actually 10 PhD students. Only 2 of them they are actually like now lecturers. All of them they went to industry. Okay, sorry. The other actually the solution. Okay, this depending on the researcher themselves. So some researchers, they want actually to do research only. They might actually have an IP, but they don't have actually the business mindset. So we just link them with an entrepreneur. Okay, so do the linking. If they want to do themselves, actually we can form them, actually do the training. But actually, in my opinion, better actually to link a good researcher with an IP, with a innovation mindset and so on, with a very good entrepreneur that knows actually how to sell, how to manage a business and so on, rather than transform a researcher to an entrepreneur. Yeah, It will I not understand. actually. Yes, so some people are already ready Yes. to jump. Other people cannot Exactly. do In this. practice, if you want something in practice, the workshop that instead of training these researchers, not just networking workshop, like the hackathon. Yeah, but I'm really more speaking about Tunisians that want really to cross this Yes. border and Networking. yeah, how to like to link those people outside or abroad to people, for example, in Tunisia, and how to. These are 3 questions. So, We can discuss, Yes. thank you. Okay, last question, Slim. And I think nous avons besoin de lever la séance parce qu'on a occupé la salle. Donc, le président vient de nous dire dégagez. Donc, dernière question, Slim, et on va clôturer avec ta question. Merci. Slim Pouiv, expert comptable, directeur chez Deloitte. La question, je la pose à Sikeli. En fait, vous avez parlé de changement de mindset en Tunisie pour pouvoir adopter l'innovation et l'IA. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi revoir le système éducatif en Tunisie parce que la future génération qui vont avoir un mindset différent, c'est la génération qui sont à l'école primaire et au lycée et au collège. Et je pense que le système éducatif en Tunisie, il est vraiment en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le monde, à l'IA, etc. Donc voilà. Kérim, on a 1 minute moins 59 secondes. Tout à fait. Alors déjà, on a un problème dans les entreprises avec la Gen Z qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est un accélérateur alors, pour les managers de voir qu'ils ne sont plus dans la phase où on recrute des jeunes qui sont contents de venir. 6 mois après, ils donnent leur démission s'il n'y a pas de projet. Donc, c'est une prise de conscience. Maintenant, au niveau de l'État, bien sûr qu'il faut tout changer au niveau de l'éducation des jeunes pour préparer les futures générations pour l'innovation et pour le changement de l'industrie. Tout à fait normal.
Merci à tous. Merci à nos panélistes d'avoir été si ouverts et généreux en information et partage d'expérience. Merci pour votre patience et pour votre intérêt. J'espère que cet échange vous a été utile et feel free to échanger avec les personnes qui sont ici après la levée de la séance. Merci à vous tous et bonne fin de journée.